pas que le QI existe. Je crois que qui que ce soit qui a de la niaque peut réussir. Pour qu'une entreprise dure, il faut qu'elle incarne une des 10 besoins naturels de l'humanité. C'est quoi les besoins naturels? C'est un fait qui m'a toujours frappé, c'est que ma conviction, c'est que tout être humain a quelque chose d'unique. Il y a bullshit, c'est une technique parmi d'autres. Oui, enfin, l'arme nucléaire, c'est un autre levier. Oui, Ouais. c'est vrai. Ça nous envoie à cette question de est-ce qu'on vit dans une simulation? Oui, bien sûr. Je t'arrête 30 secondes. Je suis Rassem Flazi, je suis fondateur de Legal Place. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé et le moyen le plus simple pour créer une société en France. Un entrepreneur sur 10 crée sa boîte sur Legal Place. Si tu veux créer ta boîte, je t'ai mis un lien en dessous avec un code promo pour avoir une réduction. Bonjour Monsieur Attali. Bonjour. Alors que c'est un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne. Legal Place, c'est une chaîne qui parle d'entrepreneuriat parce que c'est un service qu'on a créé qui permet de faciliter la création d'entreprises pour réduire la barrière d'entrée. Et donc, c'est une communauté de soit entrepreneurs existants, soit des futurs entrepreneurs. Et on est très ravis de vous recevoir. Vous êtes vous-même entrepreneur. Beaucoup ne connaissent pas ce côté de votre vie. Vous êtes connu pour la gestion de votre temps, votre organisation, qui est un sujet en commun avec ce que doivent gérer les entrepreneurs. Et donc, on est ravis de vous avoir pour évoquer certains sujets qui sont clés pour la réussite dans ce domaine-là. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a encore plus d'actualité qu'avant pour plein de raisons. Donc, très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer par un sujet qui, pour moi, est très, très important et peu évoqué. On parle beaucoup d'intelligence, de diplôme, etc. Mais un des facteurs de succès les plus communs, c'est ce qu'on appelle le grit en anglais. C'est la niaque, en français peut-être, c'est une traduction. Vous dites, il faut réussir à devenir soi et avoir le grit. Quel est votre rapport avec cette conception-là versus comparé à l'intelligence, le talent quelle est la place du grit dans le succès? J'ai toujours pensé que le grit ou la niaque était la seule qualité qu'il faudrait cultiver. Okay. Et que de la niaque dépend le reste. Je ne crois pas que le QI existe. Je crois que qui que ce soit qui a de la niaque peut réussir pratiquement ce qu'il veut, même s'il n'est pas doué a priori pour cela. La niaque crée les conditions d'une volonté et de travail. Et le travail mène à peu près à tout. Si vous faites les choses, si vous les répétez, dans l'activité intellectuelle comme dans l'activité physique, vous finissez par y arriver. Peut-être plus difficilement que si vous étiez naturellement doué pour les choses. Donc la création d'une entreprise, c'est la création d'un projet d'ailleurs, la vie de chacun est une entreprise. Nous sommes une entreprise. Et notre vie est l'entreprise la plus importante que nous ayons à construire et à mener. Et si possible, pas la conduire à la faillite. Donc, pour ça, il faut avoir un projet. Si on n'a pas de projet, et on peut avoir plusieurs projets en même temps, ou successivement, c'est la condition première. Vous ne pouvez pas faire une entreprise si vous n'avez pas un projet, et un projet que vous avez assez bien pensé pour savoir qu'il est possible. Et pour une entreprise, le projet est toujours, comme pour la vie personnelle, altruiste. Parce que si vous êtes boulanger, si vous ne pensez pas à la satisfaction de vos clients, au bonheur de vos clients, vous faites faillite. Oui. Donc, toute réussite est nécessairement altruiste. L'exemple du boulanger est pris par un très grand économiste du XVIIIe siècle qui s'appelait Adam Smith et qui, dans un livre qu'il a écrit sur l'altruisme, avant d'écrire son grand livre sur la richesse des nations, prend l'exemple du boulanger en disant en économie, si vous n'êtes pas altruiste, vous échouez. Alors que c'est l'exemple même du symbole du capitalisme, Adam Smith. Oui, mais on oublie que son premier livre portait sur l'altruisme et il a montré que ce que j'appelle moi, et il n'a pas employé cette expression-là, l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à être altruiste. J'ai intérêt au bonheur des autres. Et j'ai intérêt parce que c'est la condition de ma réussite, même d'une certaine façon plus largement. C'est vrai. C'est la condition de ma survie. Si les autres ne sont pas aboutis, heureux, même, et c'est le plus difficile à comprendre, même ceux qui ne sont pas encore nés, notre société ne peut pas fonctionner. Parce que si les autres qui ne sont pas encore nés sont malheureux ou même vivent une vie épouvantable, il n'y aura personne pour faire les métiers dont on aura besoin quand moi je serai à la retraite. Oui. Donc nous avons intérêt au bonheur des autres. Et un chef d'entreprise, il a intérêt à se mettre toujours à la place de ses employés, aussi, de ses partenaires, investisseurs, de ses clients, de ses investisseurs. Il faut toujours être dans la situation qui va au-delà de l'empathie. L'empathie, c'est comprendre les besoins des autres, mais il faut être vraiment dans la situation de souhaiter
le bonheur de l'autre, qui n'est pas la même chose que de le comprendre. D'abord, pour qu'une entreprise dure et grandisse vraiment, il faut qu'elle incarne une des 8 ou 10 besoins naturels de l'humanité. C'est Oui. quoi les besoins naturels? C'est manger, boire, dormir, marcher, se transporter, Oui. être beau. Et si vous regardez les grandes marques aujourd'hui, sont toutes des marques qui incarnent Une de celles-là. une de ces dimensions. Donc c'est soit la santé et le bien-être, donc tout ce Oui. qui est soit la partie réussite financière de ses clients, Oui. et soit la partie rencontre, rencontre et séduction, et Voilà. être beau, etc. C'est les Et- trois gros catégories il y en de a besoins. plus, parce qu'il y a apprendre aussi, qui est très important. Oui. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais disons qu'il y a une dizaine de fonctions fondamentales qui font l'être humain. C'est un de vos thèmes, c'est le devenir soi. C'est un sujet qui est beaucoup plus discuté dans cette génération que les générations d'avant. On voit beaucoup de gens qui refusent aujourd'hui de travailler sans qu'il y ait un sens dans leur travail. La génération actuelle, on dit qu'elle ne travaille pas, mais en réalité, pour moi, c'est pas qu'elle n'aime pas travailler autant que ses parents, mais plutôt qu'elle a besoin plus de sens et de se réaliser plus. D'où aussi cette ruée vers l'entrepreneuriat, parfois qui n'est pas adaptée à tout le monde d'ailleurs. C'est quoi la place chez vous du devenir soi? Est-ce que c'est fondamental pour tout le monde? C'est fondamental parce que ça veut dire prendre conscience de l'unicité de sa vie. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans la mauvaise situation d'être ce que j'appelle des résignés réclamants. C'est-à-dire, je suis résigné à ne pas changer le monde, mais je réclame d'avoir ma meilleure part dans la situation que je suis obligé d'occuper. Alors ça crée des vies frustrées, parce que vous êtes résigné à vivre dans le monde comme il est, et vous êtes aussi frustré parce que vous allez réclamer, mais vous n'allez pas obtenir tout ce que vous voulez dans un univers dans lequel vous ne faites pas exactement ce que vous voulez. Donc devenir soi, ça consiste à échapper au statut de résigné réclamant et à vraiment vouloir être ce qu'on est profondément. C'est très difficile parce que ça exige une série d'évolutions. La première, c'est de prendre conscience qu'on est unique, que personne n'aura jamais la même vie que vous et qu'il faut la mener d'une façon unique. La deuxième, c'est de prendre conscience que la vie est brève. Et beaucoup de gens refusent de penser que la vie est brève et ils vivent chaque instant comme si c'était le début d'une immortalité. Et une troisième chose qui est très difficile, très très difficile, c'est de poser comme principe de ne pas faire quelque chose qui peut être mieux fait par quelqu'un d'autre. Si vous posez ça comme principe, d'abord ça vous entraîne à pas mal d'humilité, et ensuite ça vous entraîne à chercher véritablement ce à quoi vous êtes unique et le faire. Et à ce moment-là, vous cherchez, vous trouvez pas, vous continuez. Mais ma conviction, c'est que tout être humain a quelque chose d'unique. Tout être humain peut trouver, parce qu'il est unique, quelque chose que lui seul peut faire mieux que les autres et le faire. Et dans ce cas-là, il le fait en étant utile aux autres parce qu'il a cette passion et qu'il y arrive. Alors ça peut changer. Ça peut être plusieurs choses en même temps. C'est pas grave. Mais ça suppose un arrachement à la routine. Or, la routine, c'est aussi assez satisfaisant. Et cet arrachement à la routine, pas tout le monde est capable de le faire. C'est inconfortable. C'est inconfortable. Dans l'ONG que je préside, Positive, on aide des jeunes ou des gens à devenir des entrepreneurs. On a constaté que ça marche pour 1 personne sur 3. Pas plus. Et que 2 personnes sur 3 finalement préfèrent ou se retrouvent dans une situation de salariat qui n'a rien de déshonorant et qui parfois est l'occasion d'aventures individuelles absolument passionnantes et occupent des métiers qui pourraient être faits par quelqu'un d'autre. Mais un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui sans lui n'existerait pas. Mais ça veut dire que c'est un peu le concept d'ikigai que vous êtes en train de citer, le principe japonais de trouver l'intersection entre ce à quoi on est reconnu comme étant le très très bon à faire, intersection avec ce qu'on aime faire. Troisième sexe, c'est ce qui est utile au reste. Et c'est là le zone de... le sweet spot. C'est là le devenir soit réel. C'est ça. C'est l'intersection des domaines dans lesquels on est utile, dans lesquels on est bon, et dans lesquels on est reconnu comme... Mais il faut assumer que c'est une quête difficile. C'est pas forcément en se posant 5 minutes qu'on va trouver ce ikigai. Quoi. Vous savez, moi j'utilise souvent une métaphore que j'aime beaucoup. C'est un texte d'un anthropologue américain qui s'appelle Carlos Castaneda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Non. C'est un très grand anthropologue américain qui a raconté dans des livres magnifiques sa rencontre avec un sorcier yaqui.
Alors, on ne sait pas si le sorcier a vraiment existé, Ok. mais Un anthropologue qui rencontre un sorcier. un sorcier. Ok. Les livres sont d'une qualité littéraire exceptionnelle. Ok. Et dans cette rencontre avec le sorcier Yaqui, s'appelle dans le livre, il s'appelle Don Juan Mateos, et il y a 3 tomes. Le premier s'appelle en français L'herbe du diable et la petite fumée, Ok. parce que ça parle aussi de la drogue comme un moyen d'accès. Et c'est pour ça que ce livre a eu un immense succès. C'est une bible aux États-Unis. En anglais, il s'appelle The Teachings of Don Juan. Et l'anthropologue va voir le sorcier et il veut le faire parler de sa sagesse. L'autre lui dit, un instant, avant qu'on commence, rampe. Alors, il ne comprend pas trop. Rampe. Le sorcier dit ça. Ouais. Et cherche ta place. Alors, c'est merveilleusement raconté. Et l'anthropologue accepte, et dans la pièce où se trouve, il se met à ramper. Et il est mal à l'aise parce qu'il n'est pas rampé, etc. Et à un moment, il a un sentiment de plénitude. Il a trouvé Dans cette recherche. Ouais, Ah, il a trouvé sa il place. a trouvé sa place. Il dit maintenant, la conversation peut commencer. Ah ouais. Ok. Donc, il faut passer du temps à chercher sa place. Et sa place peut changer, mais il faut la trouver. Est-ce que la place peut changer parce que l'IA fait mieux un jour ce qu'on savait faire? L'IA, c'est bullshit. C'est une technique parmi d'autres. Mais c'est une façon de nous aider à ramper un peu différemment. Ça peut être utile. Mais de ramper plus vite ou Oui, mais c'est pas ça qui va nous... Non, non. On est entouré d'outils, de prothèses depuis l'Antiquité. Ça commence avec le levier. Hein. Le levier, c'est le premier outil. Le fameux levier. L'intelligence artificielle, c'est un sorte de levier un peu plus sophistiqué, plutôt pour les... Un des plus gros leviers, peut-être, oui. qu'on ait connu. Oui, enfin, l'arme nucléaire, c'est un autre levier. Oui, Bon. c'est vrai. Mais il y a des leviers dans l'intelligence et des leviers dans la force. Ce sont les deux Oui. piliers de l'activité humaine. L'IA, c'est un des... Mais c'est pas grand-chose à côté de ce qui va venir, y compris dans l'intelligence. Il y aura d'autres leviers qui vont au-delà de l'intelligence artificielle. Tout ce qui vient avec l'ordinateur quantique, tout ce qui va venir avec le biomimétisme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir. Est-ce que c'est l'intelligence généralisée, la fameuse AGI? L'AGI, ça veut dire une intelligence qui dépasse l'homme et qui peut prendre le pouvoir sur l'homme. Une intelligence qui dépasse l'homme, ça existe depuis longtemps. Hein. Blaise Pascal a fait une machine à calculer au XVIIe siècle. Mais elle ne raisonnait pas. Elle exécutait. Elle exécutait. Aujourd'hui, elle ne raisonne pas non plus. Non, pas encore. Elle fait de la prédiction à partir du passé, de la corrélation. Il y a un peu de progrès dans quelque chose qui n'est pas l'IA, qui s'appelle la simulation, qui, à mon avis, est plus importante encore. C'est quand, au lieu de... Parce que qu'est-ce que c'est que l'IA ? Je regarde le passé et j'en tire des prévisions par corrélation, sans causalité, en distinguant bien corrélation et causalité. Tandis que la simulation, je fais un modèle, et à partir de ça, j'expérimente toutes les suites possibles. Et on commence à voir des simulations très utilisées, en particulier pour faire des avions, pour faire des usines, même pour faire évoluer une ville, on fait un modèle. Oui. Et on en retrouve d'ailleurs le parallèle dans les jeux vidéo, qui sont déjà des simulations. Des simulations. Et donc je crois que la simulation, qui renvoie d'ailleurs au fait que nous simulons la vie, mais c'est une question de l'illusion de la vie, et que des gens vivent une vie par simulation. Ça nous envoie à cette question de est-ce qu'on vit dans une simulation ? Oui, bien sûr. On vit dans une simulation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous existez ou si vous êtes un personnage d'un rêve et que je suis en train de rêver, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de nous rêver tous les deux. Mais c'est incroyable parce que cette question de vivons-nous dans une simulation, elle est ancienne. Beaucoup de gens se l'ont posée, mais avec l'avancée de l'IA et le fait que nous faisons de plus en plus des simulations sophistiquées, ça nous renvoie encore plus aujourd'hui à cette question de... Les premiers textes là-dessus sont 3000 ans, au moins. Chez les Indiens, hindouistes, chez les Juifs, chez les Grecs, il y a au moins 3000 ans. Qui part du principe que comme on a une expérience par nos sens, alors ça peut être faux et ça peut être complètement imaginaire. Ça peut être totalement imaginaire. Et c'est souvent largement... Et d'ailleurs, il y a quand même des choses... On sort de notre sujet, mais il y a une des choses qui est le plus extraordinaire, c'est comment est-il possible que l'esprit humain soit capable de décrire par des équations mathématiques la réalité. C'est quand même incroyable. Et une réalité qui nous dépasse. Par exemple, les lois de la gravitation, qui s'appliquent à l'univers tout entier. Ils ne sont pas dans notre univers qu'on expérimente. Incroyable. La gravitation universelle, qui date de Newton. Comment est-ce qu'il est possible que l'esprit humain, ce tout petit machin, soit capable de concevoir une loi et les mathématiques qui s'appliquent à l'univers? Comment est-il possible que notre espèce
unique soit capable de concevoir la réalité de l'univers. Oui, C'est c'est une grande quelque chose question. de vertigineux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des questions sur les maths en disant est-ce que les maths c'est une science ou est-ce que c'est un art? Parce que c'est pas une Alors, science comme la physique expérimentale. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait beaucoup de maths Oui. jeune et j'ai continué à en faire. Les maths, c'est d'abord une langue, c'est de la poésie, c'est un univers en soi. On a l'impression comme dans Alice au Pays des Merveilles, mais d'ailleurs, c'est pas un hasard si Lewis Carroll était d'abord un grand mathématicien. Ah oui, ok. Quand on fait des maths sérieusement, on ouvre une porte et on rentre dans un autre univers. Parce que c'est très vite complètement contre-intuitif et pourtant Oui. c'est réel. Et donc les mathématiques, c'est la science absolue. C'est la science absolue dont tout dépend. On ne peut rien comprendre à l'univers Sans le langage. mathématique. Et le langage mathématique le plus avancé aujourd'hui est encore balbutiant. Et pour autant, Oui. il est à la portée d'un esprit humain. Et pour finir sur ce sujet qui nous sort un peu, mais pas tant que ça, un fait qui m'a toujours frappé, c'est que les équations qui expliquent des phénomènes incroyables sont des équations belles, esthétiquement. Ah, alors vous avez 1000 fois raison. J'ai toujours pensé que le vrai et le beau, c'est la même chose. La solution doit être belle. Voilà. Le vrai et le beau, c'est la même chose. Si c'est une grande dispute avec quelqu'un qui m'est très proche parce que qui pense que le beau n'est plus important parce que l'art n'est plus dans la beauté. Mais je ne pense pas ça pour ma part. En mathématiques, quelque chose qui n'est pas beau est forcément faux. Oui, c'est vrai. Et pour être beau, il faut être simple. D'ailleurs, aujourd'hui, une des grandes énigmes des mathématiques, c'est plus exactement de la physique, c'est qu'on ne sait pas réunir en une équation unique les 4 forces dont on sait qu'elles déterminent la survie de l'univers. L'univers survit parce qu'il y a 4 forces différentes. On sait en unir 2, peut-être 3, mais la 4e, elle échappe. L'interaction entre les 4, on ne sait pas la décrire. Or, on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose de simple qui est derrière. Il y a forcément, la vérité est simple. Et donc, on devra trouver la condition de l'unification. Celui ou personne qui a conçu l'univers ne peut avoir conçu des choses incohérentes. C'est vrai. et ouais, ce qui nous ramène aussi à l'esprit d'entreprise, parce que pour créer une entreprise, il faut avoir une idée simple, qui soit utile et qui puisse s'expliquer simplement. Ce qu'on appelle le pitch, mais si vous n'êtes pas capable de dire simplement quelque chose, si ce n'est pas beau, regardez d'ailleurs, il y avait un discours formidable que tout le monde connaît, ou que tout chef d'entreprise doit connaître. C'est un des tout premiers discours de Steve Jobs. Oui. Quand il explique pourquoi il a pensé à ces objets, parce qu'il a pensé que si ce n'était pas beau, ça ne marcherait pas. Oui. C'est un discours magnifique. D'ailleurs, en général, tous les discours de Jobs sont très beaux. Celui-là est vraiment était le fondement. Oui. Il avait 26 ans, je crois, quand il a fait ce discours, ou cette conversation, et il explique que si ce n'est pas beau, ça ne marche pas. Alors, regardez en général, d'ailleurs, c'est pourquoi le design est une... D'ailleurs, lui-même a commencé par des études en art, et il était spécialisé dans la calligraphie dans ses études, et c'est lui qui a fait la première police du Macintosh. Lui-même, il avait dessiné. Ça. Et c'est comme tout, hein, la vie, c'est une esthétique. C'est vrai. Donc la recherche de la vérité, c'est la recherche de la beauté, en fait. C'est la même chose. Ok. Et pour finir, parce que le temps est limité, hélas pour cet épisode, mais on aura peut-être l'occasion de faire d'autres. Avec plaisir. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui prend plus d'ampleur parce qu'il y a aussi cette perte de niveau de vie liée au salariat. Vous disiez que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce qu'il y a pour vous un type? Vous avez vu beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés via votre ONG. Vous avez tiré des enseignements comme quoi 1 sur 3 était fait dans l'échantillon que vous avez vu. Qu'est-ce qui les rassemble? Est-ce que c'est des gens qui sont capables d'être dans le chaos, des gens qui sont dans le leadership et veulent avoir une maîtrise de leur destinée? Il y a ça. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir faire autre chose. Oui. Quelqu'un qui ne peut pas... S'en sortir par autre chose que... Il ne peut pas. Il a vraiment besoin de ça. Il ne peut pas accepter de ne pas être à la commande de sa vie. Il y a le fait de quelqu'un qui est capable, plus que les autres, de résister à l'échec. Oui. Moi, un jour, je me suis trouvé dans une situation difficile et quelqu'un qui m'était très proche m'a dit une phrase qui m'a vraiment aidé.
Il m'a dit, vous avez droit à 24 heures de découragement. Ok. Vous avez droit à 24 heures de découragement. Passez les 24 heures, vous revenez à l'optimisme, quoi. Pas à l'optimisme, vous revenez au projet. Ok. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. Donc quand il reçoit un coup dur, il peut l'encaisser pendant un moment, mais il faut passer à la il suite. faut passer à la suite. Pour ça, il faut avoir un projet qui tient la route. Oui. Et les idées, vous disiez que les idées simples, finalement, étaient les meilleures. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir une idée révolutionnaire pour créer une boîte et qu'il faut réinventer tout un monde, etc. Et on oublie souvent que c'est des itérations d'idées déjà existantes avec... Oui, c'est souvent des choses qui ont déjà été faites, Oui, qui n'ont pas marché, mais qui marchent mieux. Je pense par exemple à une idée d'une entreprise qui a été créée par une de mes amies à partir de rien, qui existait déjà et qui ne marchait pas, et elle l'a fait marcher. C'est une boîte qui s'appelle Too Good To Go. oui, Too Good To Go, c'est une jeune fille qui avait, je crois, 22 ans quand elle a fait ça, Lucie Bache. Elle a monté une boîte sur l'idée que les restaurants, les restaurants et les boutiques des épiceries ont en fin de journée des trucs qu'ils vont jeter. oui. Bon, et au lieu de les jeter, à 4 heures de l'après-midi, Elle passe. ils peuvent dire à des gens, venez, vous pouvez les prendre à 50%. Oui, Voilà. Elle a monté une appli là-dessus. Elle est maintenant présente dans 15 pays. C'est une boîte qui Oui. rapporte de l'argent, qui marche très Oui. bien. C'est une idée simple. C'est, au lieu de jeter, mettez-vous Oui. utiliser. Donc, tout ce qui est sur l'idée de... Je crois que les grandes idées qui marchent, c'est mieux utiliser ce qui existe. oui, C'est pourquoi je crois beaucoup à tout ce qui est l'économie circulaire, Oui. beaucoup à ça. L'économie du partage, enfin, on n'a pas besoin d'une voiture, quoi. Alors qu'il y a tellement de... On n'a pas besoin même de tas de choses qu'on a et dont on n'a pas besoin. À la limite, Oui. je pense qu'on n'aura pas besoin de vêtements. On pourra les louer pour la journée. Il y a des tas de choses qu'on croit. oui, oui. Mais L'économie de l'abonnement. l'économie de l'abonnement, Oui. l'économie du... Même, bon, l'abonnement, je crois beaucoup à l'abonnement pour une autre raison. C'est que j'ai écrit depuis longtemps que la musique était très révélateur des changements. Ok, J'ai écrit un de mes tout premiers livres qui s'appelle Bruit, où j'ai montré que la musique était toujours annonciateur des changements. Et quand Internet est devenu gratuit et que tout le monde s'est plaint, moi j'ai dit, vous inquiétez pas, on va passer à l'abonnement et ça ne sera pas gratuit, mais ça sera sous forme d'abonnement. oui. Et c'est ce qui est arrivé. Spotify et autres. Spotify, et c'est maintenant généralisé au Oui. cinéma avec Netflix. Et avec les Exactement. autres. Et on est dans une économie de l'abonnement. Et ce qui se passe sur la musique et sur la distraction, ça va devenir général. Ouais, Ça va devenir général. c'est des Bon, signaux faibles c'est d'évolution. de l'évolution. On entre dans une économie de l'abonnement. Si vous poussez très loin, vous êtes déjà abonné à Vélib, vous êtes abonné à des voitures, mais vous pouvez encore une fois être abonné à... Oui, Peut-être même un jour être abonné à un logement. Pas en avoir un, mais... c'est le loyer, non? Non, si vous êtes abonné à une plateforme de logement, Ah oui, ok. je suis abonné, je vais prendre un autre logement un peu après. Oui, oui, oui. Et je pense que Club Med, ils ont déjà ce système où si vous rentrez dans un club particulier, vous avez le droit de loger dans n'importe quel Club Med. Ouais. Et vous possédez un physiquement, mais en fait, ça C'est vous donne le droit c'est ça. de... J'ai pronostiqué ça dans un livre sur l'histoire de la propriété en disant que ça allait être ça l'évolution de la propriété il y a très longtemps. Oui. C'est une évolution logique. Bon, on va arrêter là parce que vous devez partir. Donc c'est une première partie. Si les gens veulent développer des sujets particuliers, ils peuvent le mettre en commentaire. Et ravi de vous recevoir à nouveau bientôt. Avec grand plaisir.